Bonjour à toutes et à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer. Du coup, je me présente très rapidement, je suis Julien Cadeau, je suis directeur des opérations du groupe Humanoid. On est les médias le groupe média qui édite Frandroid, Mademoiselle, Numérama et qui possède l'agence de création Humanoid XP qui fait toutes nos prestations de brand content. Aujourd'hui, je suis avec Johanna Allman qui est chef de projet content chez nous et qui a travaillé avec moi depuis 2 ans maintenant sur tout ce qu'on pouvait faire à base des nouvelles intelligences artificielles et notamment l'intelligence artificielle générative. Et ce qu'on va vous présenter, c'est très rapidement, comment dire, voilà, les bases de ce qu'on a appris pendant ces 2 ans à travailler avec de l'IA, et pas de manière abstraite, c'est-à-dire qu'on est passé très vite à des projets et ensuite à de l'industrialisation. Aujourd'hui, si vous allez sur nos médias et notamment sur Numérama, vous pouvez trouver les résultats de ces expérimentations et notamment une newsletter qui est entièrement générée par IA, des résumés d'articles générés par IA et des résumés d'articles qui sont envoyés en newsletter. Donc en gros, on fait quand même beaucoup de chaînes et de production de contenu par IA, mais également de la création d'images. Et on s'est réparti avec Johanna la tâche de vous donner un petit peu ces bases qu'on a appris. Alors évidemment, petit disclaimer qui va bien, c'est que ça marche avec nous et c'est ce qui nous intéresse. C'est pas toujours ce qui va peut-être vous intéresser dans vos métiers, mais en tout cas, ce sont des savoirs qui nous ont beaucoup aidés. Je vais commencer par, moi de mon côté, j'ai beaucoup travaillé sur les intelligences artificielles génératives textuelles, et notamment ChatGPT et plus particulièrement la version développeur, donc l'API de OpenAI qui est accessible côté dev et que vous pouvez greffer à des projets pour l'industrialiser. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'est aperçu en quelques années maintenant, plusieurs mois en tout cas de tests, c'est qu'un prompt, ce qu'on appelle un prompt, vous savez ce que c'est la manière de parler à ces nouvelles machines. Un prompt, il peut être simple, il peut être complexe et il peut être très complexe. Je vous ai mis 3 exemples qui sont passés très rapidement, mais c'était simplement pour vous montrer la taille. Et on a dans chacun de ces prompts des caractéristiques qui sont assez intéressantes à détailler et à comprendre. Et c'est un peu cette compréhension qui nous a permis de faire des choses et de créer en industrialisant notre production. Un prompt, si je le dis assez rapidement, c'est une consigne qui est donnée à une interface d'intelligence artificielle, qu'elle soit appelée dans les interfaces type ChatGPT ou dans les interfaces que vous créerez vous-même avec les API d'OpenAI, avec laquelle vous souhaitez travailler. C'est écrit en langage naturel, c'est hyper important parce que l'intelligence artificielle est accessible à tout le monde grâce à ça. Donc on a évidemment des ramifications et des choses qui sont plus complexes que d'autres, mais au fond, vous écrivez en français ou en anglais, enfin dans la langue que vous parlez, et ça fonctionne. Et ça, c'est quand même une grosse différence par rapport à ce qu'on avait les années précédentes. Il est plus ou moins long selon la tâche que vous avez à donner, et ça, c'est une donnée qui est assez importante. Et il est plus ou moins détaillé ou précis selon la nature du résultat que vous souhaitez obtenir. Et vous allez voir, c'est une de nos marottes avec Johanna, c'est de pouvoir rendre les choses industrialisable et donc homogène dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir un premier résultat qui nous donne une réponse X, et si ce même prompt nous donne une réponse complètement différente avec un deuxième résultat, c'est que c'est un mauvais prompt. Parce que nous, on est dans une logique d'industrialisation et du coup, on doit pouvoir avoir le même résultat avec le même prompt, selon le corpus qui est choisi. Donc, comment obtenir ce qu'on veut? En fait, on a trouvé quelques recettes. Alors, c'est pas une blague, mais c'est sur une recette. On a trouvé quelques astuces qui fonctionnent. Par exemple, là, vous voyez très bien, c'est un prompt qui est simple. Donne-moi une recette de tarte aux pommes. ChatGPT va vous répondre. Quel que soit le modèle que vous utilisez, il va vous répondre. Et souvent, il va aller un peu trop loin parce que vous voyez que le prompt est extrêmement simple. C'est une phrase et lui, il va vous répondre beaucoup de choses. Donc, les ingrédients, la préparation et aussi des astuces. En revanche, les astuces, vous pouvez ne pas en avoir besoin, ce que je comprendrais aisément, vu que les astuces dans ce cas-là sont quand même assez simples à connaître. Et dans ce cas-là, la chose à faire, c'est de préciser ce que vous demandez. Donc, vous donnez, par exemple, donnez-moi une recette simple de tarte aux pommes. Je connais les ingrédients, donc me les liste pas. Vous savez faire une tarte aux pommes, on vous l'a appris. J'ai pas besoin d'astuces non plus, je veux simplement les étapes de préparation.
Cet exemple, il vous montre que ChatGPT vous répond exactement. C'est-à-dire qu'il y a une précision qui est apportée. Quand vous êtes précis, le logiciel devient aussi de plus en plus précis. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir du coup une précision accrue si vous apportez plus de précision. Donc c'est un peu ma leçon 1, il faut être précis. Parce que quand on est précis et qu'on devient de plus en plus précis, le logiciel arrive à répondre avec des propositions qui sont les meilleures pour ce que vous voulez faire. Donc là, par exemple, quand vous voyez ce prompt, j'ai un prompt qui commence déjà à parler de nombre de bullet points que je veux voir affichés, du format que je veux, parfois de balises HTML que je veux voir intégrées au prompt, et avec des modificateurs. Ça, c'est, enfin, des modificateurs. Pour le coup, des adjectifs, des adverbes qui permettent d'être beaucoup plus précis, c'est-à-dire d'ajouter de la pondération sur les mots que je dis. Donc quand je marque uniquement en majuscule, eh bien, le modèle va comprendre que ce que je vais dire après est plus fort. Et ça, c'est quand même une des leçons qu'il faut retenir, c'est que ces choses-là ne sont pas superflues dans un travail de recherche d'un prompt parfait. C'est vraiment, même la phrase toute bête qui est à la fin, c'est très important. Je me souviens, c'est un prompt qu'on avait travaillé avec Johanna, et on n'arrivait pas à lui faire avoir ce qu'on voulait. En ajoutant cette phrase, ça a beaucoup marché, beaucoup mieux marché. De la même manière, vous pouvez préciser des choses que vous n'aimez pas voir ou que vous voulez voir. Qui posent des questions sur comment bien faire des prompts, je leur dis, commencez par être très précis et très long. Il ne faut pas hésiter à avoir des prompts longs. On a pris l'habitude ces 20 dernières années de chercher dans Google avec des termes très simples, au contraire, et d'avoir des mots-clés aller au plus direct possible. Et ben en fait, avec les IA, c'est un peu l'inverse. Il faut commencer par être très long et très verbeux et très précis dans ce que vous voulez amener. Donc ça amène à des résultats qui peuvent aller à ça. Donc vous voyez, on peut résumer un article. Ça, c'est une des productions qu'on fait sur Numérama, du coup. Donc on résume des articles avec le prompt que vous avez vu juste avant. Et du coup, on a une IA générative qui est capable de faire des choses très précises et surtout cohérentes dans le temps. Leçon 2 qu'on a appris ces dernières années, c'est conditionner l'algorithme. Alors, ça peut paraître simple, mais les IA, même les IA génératives les plus élaborées, sont assez généralistes dans leur manière de penser. Et en fait, quand vous voulez quelque chose de précis et qui correspond à vos attentes, il faut leur dire de quel point de vue elles se placent. Et là, typiquement, ce que vous voyez dans l'exemple, c'est que j'ai écrit en tant que journaliste et écrivain expert en nouvelles technologies. Et c'est assez important parce que vous pouvez écrire des choses comme ce que j'ai marqué. Vous allez avoir un résultat qui est cohérent avec ce que vous dites. Donc là, vous voyez que ChatGPT, par exemple, répond avec un ton qui est extrêmement neutre et extrêmement cadré. Mais si vous faites le même test avec complètement un autre conditionnement, donc tu es poète, disciple d'Homère, ayant travaillé ton style sur les récits épiques, vous voyez que le résultat, c'est absolument pas le même. Et ce petit conditionnement, vous voyez que le prompt, la ligne de prompt, c'est vraiment la même, mais le conditionnement est différent. Donc le résultat est différent. Et ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir parce que ça va vous donner vraiment une personnalisation accrue de ce que vous pouvez espérer en sortie de l'algorithme. Vous voyez, c'est ce que je vous ai mis en exergue, c'est que le prompt est vraiment strictement le même entre mes deux exemples. J'ai juste changé de conditionnement. Donc conditionner l'algorithme, c'est aussi important que d'apporter des précisions pour avoir les résultats que vous voulez. La troisième leçon, c'est un peu pour aller plus loin, c'est qu'il faut comprendre que ces IA, elles sont pas aussi simplistes que ce qu'on a vu ces 20 dernières années avec le web. Et vous pouvez leur faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et notamment avoir des séquences de consignes. Donc par exemple, là, le prompt est très court. Raconte-moi une histoire rigolote en 3 phrases. Mais il y a un petit « et » au milieu. Et illustre-la avec une image. En fait, là, comme ça, bon, c'est un test qui est très simple à faire, qui ne vous servira à rien. C'est simplement un test que tout le monde peut faire chez soi. Mais ça peut devenir assez pointu et assez utile quand, à partir d'une capture d'écran, donc là, le site, c'est un des sites qu'on édite, c'est Frandroid, vous pouvez demander « extrait les caractéristiques de cette capture d'écran et fais-en un tableau ». Ben là, en fait,
ChatGPT va vous faire une transformation d'une capture d'écran, donc d'une image, directement en code. Donc vous avez directement le HTML du tableau que j'ai demandé. Et là, vous commencez à comprendre qu'en ajoutant des paramètres et en lui demandant des tâches plus spécifiques, vous allez trouver des usages beaucoup plus approfondis, parce que là, mine de rien, à partir d'une image, j'ai un code qui est intégrable directement dans un article. Donc j'ai gagné un temps fou, parce que le code est bon et la synthèse de ce qui a été fait à partir de là pour arriver à ça, c'est arrivé en quelques secondes. Et en plus, il y a l'étape finale qui est toujours impressionnante, c'est que vous pouvez convertir ce tableau en un format que vous pouvez exploiter, donc un CSV par exemple, et le télécharger. Donc en gros, avec 3 prompts que j'aurais pu résumer en un, on passe d'une lecture d'une image. Là, les informations sont bien structurées, donc c'est assez simple, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quelle image qui présente des données brutes. Lui demander de les classer et de les trier, et ce sont des algorithmes, donc elles sont très fortes en classement, et de les exporter dans des fichiers que vous pourrez exploiter. Donc on a vraiment une caractéristique des IA qui est de tester avec des choses de plus en plus complexes pour faire des choses de plus en plus complexes. Donc en bref, avant de passer la parole à Johanna sur l'image, ChatGPT et toutes les IA génératives, je dirais qu'il est bête, mais c'est docile et efficace, donc il faut être vraiment précis et vraiment complet dans ce que vous lui demandez. Plus vous êtes précis, plus vous le contrôlez et mieux vous le contrôlez. Plus vous donnez du contexte, mieux il se comporte et mieux il répond à vos attentes. Et il n'a pas peur de multiplier les tâches, c'est-à-dire de séquencer les actions ou de créer des formats qui ne sont pas du texte. Donc, avec ça en tête, vous pouvez tout à fait avoir un projet et considérer que les IA génératives font partie de la palette d'outils aujourd'hui que vous avez au quotidien pour y répondre. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi en images. Et je vais te laisser, Johanna. Merci beaucoup. Midjourney, en fait, ça fonctionne à peu près comme ce que tu as expliqué sur ChatGPT. Ouais, c'est juste réservé uniquement et simplement à l'image. Pareil, c'est un programme d'intelligence artificielle qui est dédié au visuel. Le principe est simple et c'est à peu près ce que tu résumais quand tu parlais de ChatGPT. On écrit un prompt, on décrit ce qu'on veut obtenir à l'intelligence artificielle et elle vous le donne. Alors, en anglais, idéalement, moi, personnellement, à titre de mon expérience, je trouve que c'est plus pertinent parce que de manière générale, les IA ont été entraînées sur du contenu plus anglophone. Donc quand vous promptez en anglais, vous avez des résultats qui, à mon sens, sont plus précis, plus justes et qui vont piocher dans un contenu qui est plus vaste. Le texte écrit pour générer ce qu'on disait, ça s'appelle un prompt. Et vous pouvez produire tout type d'image, vraiment tout ce à quoi vous pouvez penser. Ça peut être de la photographie hyper réaliste, ça peut être de l'illustration pour des livres pour enfants, ça peut être du dessin d'architecte, ça peut être de la cartographie. C'est extrêmement large. Pourquoi on s'en sert? Les utilisations sont extrêmement variées. Dans le cadre de nos médias, on l'utilise majoritairement pour pallier le manque d'illustration des banques d'images, pour compléter des illustrations dans des articles. Nos graphistes les utilisent comme source d'inspiration aussi. Ça peut être hyper utile quand on a quelque chose en tête mais qu'on a besoin de le poser sur le papier pour le visualiser beaucoup mieux et créer par la suite. Et les applications de l'outil sont aussi assez vastes d'un point de vue simplement pratique. Ça peut être de votre côté de la production d'illustrations pour alimenter des présentations, des rapports de stage, des articles de presse comme nous, des storyboards. Enfin, les utilisations sont vraiment vastes. Et l'outil qui est très intuitif s'adresse littéralement à tous, à vous comme à nous. Midjourney est facile d'accès et vraiment très intuitif. À la base, un petit peu moins. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus. Ce qu'on peut en attendre, voilà, c'est ce que je vous disais, vous pouvez avoir à peu près toutes les catégories d'images possibles, de l'illus, de la photo, de la carto, du dessin technique, même de l'illustration scientifique, alors un peu maladroite, mais c'est possible aussi de l'en faire. Comment est-ce qu'on l'utilise? C'est ce que je disais, à la base c'était un petit peu complexe parce que le médium principal pour générer des images sur Midjourney c'était Discord, une application de messagerie qui fait appel notamment à des commandes pour coder. Et depuis quelques mois me semble-t-il, Midjourney Alpha, qui est le site officiel de Midjourney, est disponible pour ceux qui ont plus de 100 prompts à leur actif et qui en réalité simplifie énormément l'accès à l'infrastructure parce que vous n'aurez plus besoin en fait de commander à l'IA à la base avec une commande.
Ceux qui resteront sur Discord ont simplement à utiliser une commande qui s'appelle /imagine, qui ouvre un cadre de texte qui vous permet juste de lui noter la description de votre image. Alors, je reviendrai plus tard sur comment on prompte efficacement. Là, je vous ai donné un exemple. En anglais, évidemment, parce que comme je vous le disais, les bases de recherche sont plus vastes en anglais. Là, je lui ai demandé de me faire un paysage d'une forêt nordique avec une petite maison en bois en plein milieu. Pour Discord, il faut une commande. Pour le site de l'alpha de Midjourney, il n'y a pas besoin de tout ça. Il suffit juste de taper sa description, d'appuyer sur Entrée et l'IA fait le travail à votre place. Construire un prompt, c'est ce que disait Julien, ça ne se fait pas n'importe comment. À la base, il fallait être effectivement, sur Midjourney en tout cas, extrêmement précis, extrêmement complet, lui donner beaucoup de contexte et beaucoup de mots. En réalité, avec l'arrivée de la version 6, les règles ont un peu changé. Ce n'est pas parce que vous allez taper un prompt long que vous allez obtenir le meilleur résultat. En revanche, le choix des mots est hyper important. Enfin, c'est la base de la base et c'est ce qui va vraiment conditionner ce que vous allez obtenir et ce qui va faire que ce que vous obtiendrez via l'IA correspond à ce à quoi vous aviez pensé. Les termes doivent être précis, descriptifs et il faut absolument quantifier vos demandes. C'est-à-dire que si vous voulez l'image d'un groupe de personnes, donnez plutôt à l'IA le nombre de personnes précis que vous voulez obtenir sur votre image plutôt que de lui dire « je voudrais bien une foule de personnes ». Comment est-ce qu'on construit un prompt? Construire un prompt sur Midjourney qui est un algorithme qui génère uniquement de l'image, c'est un peu comme composer une photographie, c'est-à-dire qu'on part du sujet principal et on élargit à tout l'environnement. Il y a des caractères principaux et des caractères secondaires. Les caractères principaux sont le support, donc est-ce que vous voulez une photographie, une illustration? Quel est votre sujet principal? Donc ce sur quoi l'œil va devoir se concentrer. Est-ce que c'est une personne, un animal? Est-ce que c'est le paysage dans son ensemble? Est-ce que c'est un objet au centre de l'image? Qu'est-ce qui entoure ce sujet? Quel est son environnement? Est-ce que vous l'avez en extérieur? Est-ce que c'est à l'intérieur de quelque chose? Est-ce que c'est de jour, de nuit? Une fois que ces caractères principaux auront été amenés dans le prompt, vous pouvez ajouter des caractères secondaires pour donner encore plus de contexte à votre image. Et ces caractères secondaires, quels sont-ils? Eh bien, on va venir vraiment habiller le prompt, c'est-à-dire qu'on va lui donner plus de détails sur la lumière, sur la colorimétrie, sur l'ambiance qu'on veut obtenir, c'est très important aussi, ça va conditionner évidemment beaucoup l'image, et sur comment vous voulez composer votre image. Est-ce que vous voulez que ce soit un close-up? Est-ce que vous voulez que ce soit du portrait? Est-ce que vous voulez que ce soit une image panoramique? Toutes ces indications dans votre prompt vont aider l'IA à comprendre votre demande et à vous donner un résultat qui sera extrêmement précis. Je vous ai donné donc un exemple en indiquant tous les éléments importants dans l'image, caractères principaux et secondaires. Donc vous voyez, là on a la photographie qui est donc le support, le sujet principal qui est donc la petite cabine, l'environnement, oui la petite cabane, l'environnement qui est donc une forêt, le type d'éclairage que vous voulez, donc ici Very Soft Morning Pale Light, le type de colorimétrie, l'ambiance et la composition de l'image. Alors, ce que vous obtenez là, on l'a fait très récemment. En réalité, ce type de prompt fonctionne très bien dans le temps. Il a une bonne répétabilité parce que je l'ai refait il y a quelques jours avant cette présentation. Et en réalité, on obtient des résultats qui sont très similaires. Et ça, au final, l'intervalle de temps entre les deux générations d'images était assez long et les résultats ont été très similaires. Donc vraiment, composer un prompt de manière construite et rationnelle vous permet d'obtenir là encore des images qui seront répétables dans le temps. Cependant, Midjourney est un outil qui est en constante évolution. Alors ce que je vous dis aujourd'hui, ça peut être vrai pendant 3 mois, pendant 6 mois, mais ça peut aussi évoluer de manière extrêmement rapide. Peut-être que dans 2 semaines, les éditeurs de l'algorithme vont créer la surprise, lancer une nouvelle version. Tout ce qu'on a dit ne sera plus valable. C'est possible, c'est peu probable, mais voilà. Ayez en tête que l'outil évolue et que ce qu'on vous donne là mérite aussi de faire un peu de bêta-testing de votre côté. Testez les choses, relancez plusieurs fois le même prompt parce que malgré tout, l'intelligence artificielle peut l'interpréter de manière légèrement différente et vous donner des résultats qui s'approcheront plus de ce que vous voulez. Et n'hésitez aussi pas à consulter toutes les sources d'informations sur le sujet. Midjourney a des canaux Discord qui sont extrêmement complets et qui sont participatifs. Tous ceux qui promptent, tous ceux qui produisent des images discutent sur ces canaux, échangent sur le sujet, rapportent des bugs, rapportent des réussites, des échecs, des optimisations. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous intéresser et entrer vraiment dans le monde de la génération d'images, à aller consulter ces sources. Pareil, Reddit et le subreddit de Midjourney sont extrêmement complets sur la question.
La documentation qui est disponible sur le site Alpha vous permettra également d'avoir des mises à jour, des informations sur comment bien prompter, etc. Et puis n'hésitez pas non plus à aller suivre Numérama qui traite très régulièrement la question. Sur les textes, on travaille uniquement sur la base de notre matériel, donc c'est pas enrichi avec du contenu tiers. J'entends. Ouais. Aujourd'hui, sur le site de l'Alpha de Midjourney, il est aussi possible de nourrir, d'illustrer son prompt avec ses propres images. C'est-à-dire que vous pouvez fournir dans votre prompt une image qui vous appartient et sur laquelle vous avez tous les droits pour justement obtenir un résultat qui sera proche de ce que vous avez besoin d'obtenir. C'est une bonne question, je la répète peut-être au micro. Comment on industrialise et on fait passer le message dans les équipes? En fait, là, on vous a montré des exemples qu'on utilise sur des interfaces tierces, donc celle de ChatGPT, celle de Midjourney. Mais au fond, on développe, quand on a quelque chose qui commence à fonctionner et qui est un véritable usage, on développe avec un accès à l'API, soit dans des bacs à sable qu'on crée sur des choses toutes bêtes, et je vous invite vraiment à le faire, des Google Sheets, même des tableurs Excel, ça marche très bien. Vous pouvez configurer avec un tout petit peu de code, mais il y a des extensions qui marchent et qui font ça tout seul, un accès à l'API, par exemple d'OpenAI, mais même chose avec Mistral, hein, si vous préférez. Et en fait, du coup, vous allez avoir dans votre sheet un appel à OpenAI, donc à ChatGPT. Avec ça, du coup, vous pouvez diffuser ça à toute votre équipe, par exemple, cette feuille de calcul. Et tout le monde peut dupliquer, ajouter une page et réussir à utiliser soit le prompt initial, soit raffiner un nouveau prompt avec. Et en fait, ces outils-là, on les met en place très vite parce que, comme vous dites, c'est difficile à harmoniser dans une équipe, et a fortiori dans plusieurs équipes. Mais au-delà des workshops qu'on peut faire en interne, des communications qu'on fait aussi régulièrement sur on va dire un partage d'expériences simple, pour nous c'est la meilleure manière d'industrialiser parce que ça met tout le monde sur le même sur les mêmes outils et sur les mêmes accès. Voilà. Ça vraiment pour moi c'est un peu l'étape 2 quand vous commencez à maîtriser ces choses-là. Industrialiser, la première phase c'est de créer des petits bacs à sable dans un Google Sheet ou un Excel. Ça demande très peu de compétences et ça permet vraiment d'avoir des résultats plus complexes et voilà, beaucoup plus répétables. Oui. Alors elles sont dans la meilleure définition possible qui n'est pas vraiment du HD. À l'heure actuelle, je sais que c'était une demande de beaucoup d'utilisateurs d'avoir des photos qui soient en très très haute définition. Je pense que c'est en train d'être mis en place. On peut cependant upscaler les images pour les obtenir dans la meilleure définition possible et en réalité elles sont après tout à fait travaillables sur Photoshop. Après, au-delà de ça, Adobe propose aussi sa propre intelligence artificielle pour générer du contenu visuel sur les images que vous aurez importées, qu'elles soient en RAW ou qu'elles soient en JPEG.